Il sera toujours grande ma joie de vous présenter cette émission, cette tranche d'animation Star Zone, où on reçoit pour vous les politiciens, tous ceux qui font l'actualité dans notre pays. Sinon, très chers téléspectateurs d'Evi Télévision, je vous dis bonjour, bonsoir, de partout là où vous avez l'habitude de nous suivre. Sinon, aujourd'hui, nous recevons pour vous l'un des candidats en 2018, qui est M. Noël Tchani, Modian Vita, que je m'en vais directement saluer. Bonjour, M. Noël Tchani. Bonjour, merci de me recevoir ici. Merci, Monsieur Noël Tchani. On vous a plusieurs fois reçu aussi. On a aussi eu le temps de parcourir votre plan Marshall. Mais sinon, par rapport à l'économie de notre pays, surtout c'est ce qui fait débat ces derniers temps, parce que nous parlons question d'actualité, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui empêche le décollage économique de ce pays, le Congo, la RDC? Oui, effectivement, l'économie de la RDC n'a pas décollé. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Je crois que les différents gouvernements successifs ont vacillé entre différentes stratégies et aucune de stratégies ne s'est avérée donner des résultats satisfaisants pour le peuple congolais. Au point où, à ce stade, aujourd'hui, si nous voulons faire le diagnostic de la situation économique du pays, on peut dire que nous sommes un pays très sous-développé, avec 85% de la population active au chômage, avec moins de 10% de la population totale du pays ayant accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications, avec un manque criant d'infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les aéroports, les ports, avec, si je peux dire, un taux de scolarisation qui reste en dessous de ce qu'on aurait souhaité voir. Et même ce taux de scolarisation, on parle de près de 67%, ça ne reflète pas la réalité. Et vous regardez, la grande majorité de la population congolaise n'est pas instruite comme on aurait souhaité, mais ceux qui sont instruits, l'éducation n'est pas de qualité. Bref, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, a un PIB, le produit intérieur brut, qui ne reflète pas les capacités de production donc, du pays, au point où la monnaie nationale congolaise ne vaut absolument rien. Notre franc congolais, c'est devenu donc une monnaie de singe, c'est-à-dire une monnaie qui existe en théorie, mais dans la pratique, tous les Congolais ne font pas confiance dans leur monnaie nationale. Tous les Congolais utilisent le dollar américain ou même les monnaies des pays environnants. Donc, grosso modo, notre économie n'est pas celle qu'on aurait souhaité avoir pour un grand pays avec tout plein de ressources naturelles, avec une grande population. Avant de prendre ma deuxième question, je veux d'abord vous poser une question par rapport, vous vivez à Kinshasa bien sûr, ces derniers temps. Ce qui s'est passé il y a une semaine ou 10 jours passés, par rapport à la baisse du taux de dollar, bizarre et compliqué, qui n'a vraiment pas affecté le panier ménagère. Comment vous lisez ça? Quelle est votre lecture par rapport à ça? Oui, vous savez, nous sommes en train de vivre une situation de pandémie depuis le 1er mars 2020 dans notre pays. Et depuis ce temps, les Congolais se sont réveillés et ils ont constaté qu'il y avait une dépréciation accélérée du franc congolais, du fait de la pandémie, du fait qu'il y a une baisse considérable des exportations congolaises, exportations des matières premières vers certaines destinations, dont les États-Unis d'Amérique, la Chine, mais également l'Union européenne. Ces exportations ont baissé de près de 40%. Et les importations aussi qu'on recevait, les importations de biens de consommation, de biens d'équipement, qui venaient essentiellement de ces mêmes marchés, ces importations ont baissé de près de 30%. Donc globalement, notre balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations, cette balance commerciale, elle est déficitaire. Ce que ça veut dire, c'est que nous devons trouver des devises payées à l'extérieur pour les importations plutôt qu'encaisser des devises qui viendraient des exportations. Maintenant, sur le plan du fonctionnement normal de l'État congolais, nous connaissons que les dépenses publiques, c'est-à-dire la somme de tous les salaires payés aux fonctionnaires de l'État et aussi des frais de fonctionnement des institutions, cette masse-là totalise 480 milliards de francs congolais par mois, à comparer aux ressources publiques, aux recettes publiques que nous recevons des différentes sources, c'est-à-dire
des frais de douane, des impôts, des dividendes sur les entreprises publiques. Tout ça totalise 380 milliards de francs congolais par mois. Encore sur le compte courant de l'État, on trouve qu'il y a un autre déficit, la différence entre ces dépenses publiques de 480 milliards de francs congolais et les recettes publiques de 380 milliards de francs congolais par mois, donc 100 milliards de francs congolais par mois de déficit budgétaire qu'il faut ajouter aux déficits budgétaires qui proviennent de la balance commerciale. Maintenant, le déficit global de l'État congolais a explosé, a augmenté considérablement. Il faut financer ce déficit et on l'a financé comment? En puisant dans les réserves d'échange. C'est pour ça que les réserves d'échange qu'on avait de 1,2 milliard de dollars, ces réserves ont baissé aujourd'hui à un niveau d'environ 850 millions de dollars. Et ça n'a pas épongé tout le déficit budgétaire. Il a fallu faire recours à ce qu'on appelle donc les aides budgétaires provenant de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Banque africaine de développement, donc des multilatéraux. Malgré ça, le déficit n'a pas été épongé totalement. Il est resté toujours un gros déficit qui a été financé comment? Avec la planche à billets de la Banque centrale. Donc la Banque centrale s'est mise à tourner sa planche à billets, imprimer beaucoup de francs congolais en quantité industrielle, francs congolais qui ne sont pas soutenus par un matelas de devises suffisant. Donc il y a un déséquilibre entre l'offre des francs congolais sur les marchés et la disponibilité de devises étrangères, au point où, pendant très longtemps, il faut donner beaucoup de francs congolais pour obtenir le peu de devises donc, qui existent. C'est pour cela qu'on a assisté à la dépréciation monétaire accélérée. Il s'est fait qu'il y a 2 semaines environ, le chef de l'État, conscient du fait que la dépréciation accélérée du franc congolais érode le pouvoir d'achat de la population, augmente la misère de la population, il a dû s'adresser lors d'un conseil des ministres à son premier ministre, à son gouvernement, au gouverneur de la Banque centrale, en leur disant « vous devez stabiliser la monnaie parce que la population va se jeter dans la rue si ça continue comme ça ». En leur disant qu'il faut stabiliser la monnaie, et il a répété ça lors de 2 conseils des ministres donc successifs. Ces gens-là, qui étaient responsables de la planche à billets, ils ont compris qu'ils étaient assis sur un siège éjectable. Ils ont paniqué. En paniquant, ils ont soudainement arrêté la planche à billets et ils ont même fait une annonce qu'ils vont injecter sur le marché le 5 août 25 millions de dollars américains pour augmenter le matelas de devises, accroître donc l'offre de devises étrangères donc sur le marché d'échange. Et en même temps aussi, ils ont dit qu'ils allaient commencer des exercices pour absorber, diminuer la liquidité en francs congolais pour qu'on puisse rétablir donc l'équilibre. C'est ça qui a provoqué une appréciation soudaine du franc congolais, mais c'est une appréciation superficielle qui n'était pas assise sur les fondamentaux de l'économie, une appréciation donc beaucoup plus spéculative, parce que les cambistes de rue ne savaient pas à quel sens se vouer, ils ne savaient pas les actions que la Banque centrale allait prendre pour arriver à stabiliser donc les taux d'échange sur les marchés. C'est comme ça que tout le monde a commencé à spéculer. Mais je peux dire que les taux qui étaient descendus pendant la semaine dernière, jusqu'à 1500, 1600 francs congolais pour $1, se sont réajustés encore dans le sens de la dépréciation. Une semaine après simplement, parce qu'aujourd'hui, quand je vous parle, $1 égale à 2010 francs congolais ou 2015 francs congolais. Donc tous les gains qui étaient réalisés en une semaine ont été perdus aussi en une semaine. Pourquoi? Parce que l'appréciation était fictive. C'était une appréciation temporaire due simplement à l'effet d'annonce. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec les cambistes hier. Ils m'ont dit qu'ils ne sentent pas du tout l'effet de cette injection de 25 millions de dollars promis par la Banque centrale. Donc, pourquoi ça ne se fait pas sentir sur le marché? Bon, d'abord, est-ce que l'injection a eu lieu? Beaucoup de cambistes donc, doutent même que la Banque centrale a dû injecter l'argent sur le marché. Et quand je me suis adressé à certaines personnes dans certains milieux, ils me diront que la Banque centrale envisage toujours d'injecter et qu'ils n'étaient pas sûrs si l'injection donc, a eu lieu. Donc, moi, je crois que quand on est une autorité monétaire, il faut apprendre à parler quand on est sûr de ce qu'on dit. Et quand on dit qu'on va mener telle action, il faut mener cette action ce jour-là. Parce que si vous ne la menez pas, ce qui arrive, c'est que vous perdez confiance des acteurs économiques. La confiance des acteurs économiques et toutes les actions que la Banque centrale pourrait mener ne vont plus donc susciter l'enthousiasme attendu donc de la part du marché.
Plusieurs disent que c'est plutôt les cambistes qui sont à la base de cette dépréciation qui s'est faite après une semaine. C'est plutôt les cambistes, non pas la Banque centrale, la BCC. Non, ça sont des histoires. Je vais vous dire que les cambistes sont là pour spéculer sur la volatilité des taux d'échange. On trouve le même comportement des cambistes en Europe, aux États-Unis, en Asie. Est-ce que ça existe aussi ailleurs? Ça existe ailleurs. Les cambistes donc doivent avoir l'information correcte et doivent avoir des orientations strictes de la part de l'autorité monétaire et doivent bénéficier d'un encadrement approprié pour qu'ils puissent faire leur travail aussi dans de bonnes conditions et éviter de deviner, le jeu de devinette. Dans ce cas ici, la raison pour laquelle les taux d'échange avaient chuté de 2030 à 1500, c'est qu'il n'y avait pas d'informations sur le marché. Les cambistes ne savaient pas à quel sens c'est voué. Alors quand on ne sait pas à quel sens c'est voué, on ne sait pas s'il y a l'offre suffisante de devises sur le marché ou pas, et si c'est que la Banque centrale a promis va se réaliser ou pas, tout le monde a pris l'attitude de prudence. En réalité, les taux n'étaient pas vraiment des 1500. Les gens se sont juste retirés en disant qu'ils ne vont plus vendre les dollars, ils ne vont plus faire des transactions, mais ils ont fixé superficiellement ces taux à 1500 pour voir donc s'ils peuvent gagner un peu de sous, des trucs de ce genre-là. Mais personne n'a fait beaucoup de transactions la semaine dernière. Donc moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut que notre autorité monétaire joue le rôle d'une autorité monétaire crédible et qu'elle puisse concilier les annonces qu'elle fait avec les actions concrètes. Une banque centrale qui dit qu'on va injecter 25 millions de dollars le 5 août, il faut injecter 25 millions de dollars le 5 août. Même pas le dire avant. Quand on veut intervenir sur le marché et que vous avez constaté qu'il n'y a pas une offre suffisante donc de devises, la Banque centrale devait juste injecter la liquidité. Les gens devaient sentir qu'il y a les dollars disponibles. Vous n'avez pas besoin de faire l'effet d'annonce avant que vous allez injecter 25 millions de dollars. Et d'ailleurs, en faisant cet effet d'annonce-là, la Banque centrale a commis une erreur monumentale. Et je vais vous dire laquelle. Okay. Les gens savent que le matelas de réserve d'échange dont dispose la Banque centrale maintenant se chiffre à 850 millions de dollars. Pour un pays comme la RDC de 100 millions d'habitants, c'est rien absolument. Pour vous donner une idée, le Nigeria a des réserves d'échange de 55 milliards de dollars. Nous avons moins d'1 milliard, donc 850 millions de dollars. Donc c'est rien. Lorsque la Banque centrale donc dit qu'elle va injecter 25 millions de dollars, les opérateurs économiques sont très intelligents. Ils se disent, ils avaient 850 millions de dollars, on enlève 25 millions de dollars, il leur reste 825 millions de dollars. 825 millions de dollars, on sait déjà que c'est même inférieur à 3 semaines d'importation, qui est le niveau minimum que la RDC devait avoir pour remplir certains critères avec les institutions internationales ou bien les standards internationaux. Maintenant, on va remarquer que les taux d'échange n'ont pas tellement bougé parce qu'ils sont revenus dans les limites, donc dans les environs donc, de 2000 francs congolais pour un dollar. Les cambistes vont anticiper. Si la Banque centrale peut encore intervenir dans la semaine qui va suivre là, elle va mettre encore 25 millions de dollars. Donc ils vont soustraire, ils vont dire 825 millions de dollars moins 25 millions de dollars, il va leur rester 800 millions de dollars. Jusqu'au moment où les cambistes vont se dire ils sont à bout de leur souffle, ils ne pourront plus intervenir parce qu'ils n'ont plus de sous. Et en ce moment-là, on va assister à une dégringolade du franc congolais, à une chute accélérée, à une dépréciation accélérée des francs. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est qu'une banque centrale intelligente n'annonce pas combien d'argent on va injecter à l'avance. Il faut intervenir, il faut injecter cela, et il faut communiquer d'une façon subtile pour que les gens sachent qu'il y a eu injection d'argent, mais sans peut-être préciser donc les montants. Peut-être que les montants pourraient être dévoilés plus tard, pas avant. Parce que de cette façon-là, les gens ne vont pas savoir exactement que vous êtes à bout de souffle et qu'ils peuvent maintenant intervenir pour pouvoir donc vous essouffler davantage. Monsieur Noël Tchani, en vous suivant, nous remarquerons que vous êtes un homme qui carrément bannit la corruption et tout ça là. Par rapport à votre plan Marshall, avez-vous pensé à comment changer la mentalité de l'homme congolais? Parce que la corruption est devenue carrément un esprit dans l'esprit quinois. Et quel est le plan pour nous sortir de là? J'avais effectivement, dans le cadre du plan Marshall, proposé tout un programme, et je le propose encore, d'amélioration de la gouvernance, c'est-à-dire une lutte acharnée contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. Une lutte contre les antivaleurs.
Et pour y arriver, j'avais proposé qu'on puisse créer une agence pour la lutte contre la corruption dotée de tous les moyens et d'une indépendance certaine, pour que cette agence-là puisse travailler avec la justice nationale et restructurée, poursuivre tous ceux qui sont suspectés donc de corruption, les amener devant la barre, les juger, les condamner, les mettre en prison, récupérer les biens qu'ils ont volés. Et pour cela, pour que ça puisse fonctionner normalement, j'avais proposé dans le cadre du plan qu'on puisse faire un site web où ceux qui ont accès à l'Internet peuvent y entrer. Et si vous voulez accuser quelqu'un, vous pouvez aller dans ce site web, dire que telle personne, dans tel service, je l'accuse de ceci, et donner vos coordonnées pour que les investigateurs puissent vous contacter, faire des enquêtes supplémentaires et déterminer s'il y a vraiment un cas de corruption ou de détournement des fonds publics et poursuivre donc le travail. Ou aussi faire un numéro de téléphone, une ligne téléphonique qui sera affichée par tout le monde. On va faire la publicité de cette ligne-là à la télévision, dans les journaux, partout, pour que tout le monde, tous les Congolais connaissent que si on voit un cas de corruption, on peut appeler son numéro, accuser la personne, ce qu'on appelle en anglais de whistleblowing, donc accuser la personne de façon anonyme, et des enquêteurs vont pouvoir faire l'enquête. S'il y a des indices sérieux de corruption, ils vont prendre toutes les actions appropriées, notamment traduire la personne en justice, la juger, la condamner, la mettre en prison, récupérer les biens. Donc, et il faut, pour que cela fonctionne, que notre système de justice fonctionne normalement. Et il faut aussi que l'état de droit que nous réclamons de tous nos voeux puisse fonctionner normalement. L'état de droit veut dire que tous les Congolais, nous sommes 100 millions de Congolais, ça veut dire que tous les Congolais sont soumis aux mêmes lois et aux mêmes principes et à la même justice. Si vous faites une action qui n'est pas catholique, en ce moment-là, on vous amène au tribunal, on vous condamne, et nous tous, la population, nous devons soutenir notre système de justice quand on arrête quelqu'un comme ça. Pourquoi? Parce que, voilà, on a enlevé quelqu'un qui est mauvais dans notre système, qui empêche que le pays puisse tourner normalement, et on l'a mis donc à l'égard. C'est pour ça que je suis sidéré, choqué, surpris, déçu, d'entendre des gens, des soi-disant militants des partis politiques, aller dans des rues manifester parce que la justice a condamné quelqu'un qu'on a mis en prison, et nous avons tous suivi ce procès-là à la télévision en direct. Il y a des indices très clairs de corruption, de conflits d'intérêts, et malgré ça, il y a des militants des partis ou des originaires de certaines provinces qui se mettent à réclamer la libération de ceux qu'on a trouvés coupables, en disant non, il est président de tel parti, il est originaire donc de tel côté, des histoires de ce genre. Et puis ils veulent instrumentaliser la justice en disant oh, il s'agit ici donc d'un cas politique. Il n'y a pas de procès politique. Nous avons tous suivi ce cas-là et nous avons vu qu'il y a eu détournement de 57 millions de dollars des fonds publics, 57 millions de dollars qui ont bénéficié à qui? On n'a pas acheté des maisons préfabriquées avec 57 millions de dollars. L'argent a été subtilisé. Il y a eu des membres des familles qui ont bénéficié de cela, qui ont eu des cadeaux qui proviennent des gens qui étaient supposés avoir reçu ces 57 millions de dollars, donc M. Jamal. Donc c'est pour ça que je suis déçu. Les Congolais ne peuvent pas demander une chose et faire le contraire donc en même temps. Nous voulons l'état de droit, nous devons l'appliquer à tout le monde et l'assumer aussi. Donc ces manipulations-là, des gens qui veulent aller dans les rues et demander que les juges puissent arrêter un procès, libérer quelqu'un qui a été trouvé coupable, moi je pense que ce n'est pas ça que nous voulons réaliser en tant que pays. Comme vous l'avez cité tout à l'heure, M. Vital Kamerhe ne peut-il pas payer les amendes qui ont été demandées et puis lui accorder une liberté provisoire? Ce n'était pas possible. Est-ce que, par rapport à vous, est-ce que c'était normal de lui accorder cette liberté provisoire? Vous savez, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a été accusé d'avoir détourné les fonds publics, nous devons être stricts. C'est-à-dire que si on a jugé la personne, on l'a trouvé coupable et on l'a condamné. Pour que cette personne puisse même prétendre avoir la liberté provisoire, il faut qu'on ouvre un compte donc dans une banque ou bien la banque centrale, que cette personne mette dans ce compte-là tout l'argent qu'on lui reproche d'avoir détourné, plus les amendes, plus les dommages et intérêts. Et s'il met ce montant-là, total, et que l'État a récupéré son argent à l'avance, et maintenant qu'il demande qu'on lui donne donc la liberté provisoire en attendant peut-être la suite de ses appels et consorts, en ce moment-là, l'État n'a plus rien à perdre. Mais si quelqu'un, on lui reproche d'avoir détourné
50 millions de dollars, on lui a donné des amendes de 100 millions de dollars et on le libère. On libère cette personne-là et sans qu'il ait mis de l'argent sur la table et qu'il prenne l'avion et qu'il fuit le pays, nous aurons l'air donc ridicule dans notre pays d'avoir pris quelqu'un avec la main dans le sac et l'avoir laissé dehors pour qu'il puisse manifester donc la bonne volonté, revenir lui-même au tribunal sans avoir récupéré quoi que ce soit. Ce n'est pas comme ça donc, que les choses marchent. Donc, si M. Kamere veut aujourd'hui avoir la liberté provisoire, qu'il mette dans un compte escroc la somme qu'on lui reproche d'avoir détournée, plus les dommages et intérêts pour lesquels il a été condamné, s'il met ces montants-là en caution, en cautionnement, comme on dit, je ne sais pas si le terme technique c'est cautionnement, une garantie en quelque sorte donc dans une banque, à la banque centrale, contrôlée par le système de justice et puis une banque commerciale ou la banque centrale, en ce moment-là, on pourrait envisager de lui donner donc la liberté provisoire. Mais en tant que directeur de cabinet du chef de l'État, parce qu'il n'a pas encore démissionné et tout ça là, et qu'on ne l'a même pas encore évoqué, il peut bien avoir... Il faut oublier ces histoires de directeurs de cabinet. La loi s'applique à tout le monde. Quel que soit le niveau de la personne, on doit montrer l'exemple. Et d'ailleurs, la loi doit être plus sévère à l'égard donc des hauts fonctionnaires de l'État qu'à l'égard donc des individus ordinaires. Pourquoi? Parce qu'on veut prêcher par l'exemple. Donc, et maintenant, en ce qui concerne donc son titre de directeur de cabinet, moi je ne sais pas pourquoi on maintient ce titre-là. Il a été condamné, il doit être révoqué. On a remarqué que même pour aller à la Cour de cassation, il a utilisé son véhicule de son fonction, son véhicule, sa Jeep, bien immatriculé de la présidence. C'est ce qu'il a utilisé pour aller se présenter là-bas pour demander sa liberté provisoire. Donc, on considère qu'il est encore directeur de cabinet. Je ne connais pas ce que cela veut dire. Honnêtement, quand vous êtes condamné, vous êtes en prison, vous êtes condamné, vous n'avez plus droit au prestige d'utiliser les fonctions officielles, les titres officiels au directeur de cabinet. Il n'est plus directeur de cabinet. Et deux, il n'a plus droit à utiliser donc les véhicules publics, d'être traité comme un directeur de cabinet. Non, c'est un condamné, comme tout le monde. Donc aujourd'hui, si Edi Kapende, qui est colonel, il était colonel, je crois, si Edi Kapende sortait de la prison pour aller à l'appel, vous pensez qu'on va lui donner donc une voiture de la présidence ou bien de l'armée nationale congolaise? De la prison. Il va être déplacé donc dans une voiture donc de la prison de Makala. Il va être traité comme tous les autres prisonniers. Je ne vois pas pourquoi la distinction doit être faite en ce qui concerne Vital Kamerhe. Donc il faut traiter tout le monde, c'est ça l'état du droit. Il faut traiter tout le monde de la même façon. Nous n'avons rien contre lui en tant qu'individu. Mais quand vous êtes prisonnier, vous êtes traité comme tout le monde. Les histoires, par exemple, que lui soit en prison, il écrit des messages, il s'adresse même à la nation, il publie ça dans la presse, alors que les Edi Kapende ne peuvent pas faire la même chose. Il ne faut pas faire ça. Nous devons, l'état des droits veut dire traiter tous les Congolais de la même façon. Et quand vous êtes en prison, vous êtes privé de liberté et vous êtes privé de tous les avantages des titres et d'usage donc des biens de l'État comme avant. Restons sur ce même sujet. Comment avez-vous interprété ou comment avez-vous reçu la visite de Monseigneur Fridolin chez Vital Kamerhe en prison? En quelques mots, comment pouvez-vous expliquer ça? Je suis catholique pratiquant. Dans mon église à Washington, donc je célèbre la messe avec les prêtres, je donne la communion. Et deux fois, si dans mon quartier, par exemple, tard la nuit, il y a un cas, quelqu'un qui est mourant et qu'on sort, on peut m'appeler pour aller aider à faire la confession à la personne. Donc, quand vous êtes dans une situation comme étant un prisonnier et que vous manifestez la volonté de parler donc au prêtre, c'est tout à fait normal. Le prêtre peut aller, c'est une mission sacerdotale. Il rencontre, pastorale je veux dire, il rencontre la personne. Peut-être qu'il avait même une confession à faire, on ne sait pas. Donc ça, c'est une affaire entre lui en tant que personne, en tant que croyant, et le prêtre qu'il avait appelé. Je pense qu'on ne devrait pas avoir de spéculations autour de ça. Ça n'a rien à voir avec la légalité, ça a à voir avec sa foi en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que catholique. Donc je ne peux que saluer cela. Et encore une question, croyez-vous que l'élection en 2023 serait possible avec tout ce qui a frappé l'économie et tout ça là dans notre pays après le Covid-19? Comment envisagez-vous comme en tant qu'une personne qui maîtrise l'aspect économique de ce pays?
l'élection, il faut respecter la Constitution, il faut respecter les calendriers électoraux. Nous ne devons pas chercher chaque fois à trouver midi à 14h en disant oui, il y a eu la pandémie ou bien il y a eu la pluie qui s'est abattue, donc ceci, cela, donc reporter les élections. Non, il faut respecter les calendriers électoraux qui sont annoncés à l'avance et qui sont déterminés par la Constitution. C'est ça l'état de droit. Donc, oublions les spéculations que je vois aujourd'hui là, qui est pandémie ou qui n'est pas pandémie. On doit être un État prévoyant. Nous devons avoir les élections d'après les calendriers qui sont proclamés à l'avance et qui sont prévus par la Constitution. Merci. Par rapport à votre plan Marshall, toujours, on revient sur ça parce qu'on a eu le temps de parcourir cela. Avez-vous prévu une stratégie par rapport à protéger l'intégrité nationale et tout cela? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la RDC est attaquée par-ci, par-là. Et finalement, tous nous ne savons pas à quel sein se vouer. Comment avez-vous pensé protéger l'intégrité nationale de la RDC? Oui, le plan Marshall, qui constitue une véritable vision de développement pour notre pays, a été d'abord actualisé depuis la pandémie pour intégrer les nouveaux défis générés par la pandémie. Au début, nous parlions d'un plan de 800 milliards de dollars sur 15 ans. Aujourd'hui, nous avons un plan de 1000 milliards de dollars sur 15 ans. J'expliquerai plus tard, pas dans cette émission, comment on va mobiliser cet argent-là et comment on va s'y prendre. Maintenant, le premier volet ou le premier programme du plan Marshall consiste à promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et maintenir la paix sur l'ensemble du territoire national. Pour cela, nous prévoyons la restructuration de l'armée, de la police, des services de sécurité. Comment, non seulement au point de vue de s'assurer que les nombres sont suffisants pour avoir une armée avec une taille suffisante, non seulement pour protéger les frontières nationales, pour maintenir la paix sur l'ensemble du territoire, mais pour dissuader quiconque oserait pouvoir jouer avec la République démocratique du Congo. Donc les nombres, on doit faire l'inventaire de qui est dans l'armée, dans la police, des services de sécurité, qui est véritablement congolais. Ceux qui ne sont pas congolais, pas de pitié, ils doivent être dehors. Donc ceux qui sont donc des Congolais, on doit les encadrer pour qu'ils aient la formation de qualité, qu'ils soient équipés comme il faut et qu'ils soient payés correctement de façon à être motivés à travailler pour la République démocratique du Congo. Maintenant, une fois que nous avons tout ça, j'entends qu'il y a beaucoup de pays voisins. Chacun s'est amusé à venir sur le territoire congolais, à prendre un petit morceau de la RDC, comme s'il entrait donc dans ce jardin. Je vais vous dire que si je suis président de la République, cette blague-là va cesser. Pourquoi? Parce que si jamais un pays voisin vient sur le territoire congolais, on va d'abord utiliser la diplomatie, faire intervenir l'Union africaine, la SADC, l'ONU et consorts pour ramener le pays à la raison dans un délai record, rapidement possible. Mais si ce délai-là passe, je vais vous dire une chose, qu'il va falloir que l'armée congolaise soit préparée à frapper sérieusement ce pays-là. On ne va pas simplement poursuivre l'armée étrangère pour qu'elle puisse sortir de notre territoire. On va la poursuivre, elle va sortir du territoire, mais nous n'allons pas nous arrêter aux frontières. On va entrer dans ce pays-là. L'objectif sera non seulement de pourchasser l'armée étrangère pour qu'elle sorte de notre territoire, mais d'entrer sur le sol donc, du pays voisin qui se sera joué donc de la RDC, détruire sa capacité militaire et détruire suffisamment sa capacité militaire et même son économie de façon telle que ce pays-là ne puisse plus se mettre debout peut-être pendant une cinquantaine d'années pour atteindre le niveau où il était déjà. Donc, la blague a assez duré. Quand on va frapper un pays comme ça voisin une fois, vous allez voir que tous les autres pays voisins seront mis au garde-vous. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront plus répéter donc la blague. Nous devons utiliser la diplomatie d'abord, mais également la force de conviction, de dissuasion, ensuite pour montrer que nous sommes un grand pays capable de pouvoir protéger donc nos frontières, mais également nos territoires nationaux. Merci beaucoup, capable. Nous sommes un pays capable de protéger nos frontières. C'est ce qui est très important d'ailleurs. Je veux lire pour vous un message tweeté ce matin par Christian Mukendi. Et vous allez nous répondre par rapport à ce message. Je lis Noël qui dit « Noël Tchani est sans nul doute l'homme de la situation à la BCC, à côté de la volonté politique du chef que la présidence RDC l'utilise comme Dr Mouniangui et qu'on le laisse produire des résultats loin de toute interférence de politique et toute ingérence politique. Comment vous recevez ce message?
Bon, je reçois beaucoup de ces messages-là de la part de beaucoup de nos compatriotes et je voudrais les remercier de reconnaître notre expertise dans ce domaine. Tout ce que moi je peux dire, c'est que moi, tout comme 100 millions de Congolais, chacun dans notre domaine, nous devons être disponibles pour faire ce qui est bien pour que notre pays tourne correctement. Et là, dans le domaine qui est celui de ma spécialité, j'essaie de me mettre à jour tous les jours et d'être préparé correctement pour qu'en cas de nécessité, que je puisse donner ma contribution à la République. Êtes-vous prêt à travailler avec le président actuel? Mais bien sûr que oui. Moi, Vraiment, vous ne voulez pas, vous voulez carrément jusqu'à ce que les élections s'organisent et que vous travaillez comme président? Non, pas. C'est l'impression que beaucoup ont aujourd'hui. Vous, disons que vous ne voulez carrément, vous avez cette connaissance pour aider ce pays, mais vous ne voulez pas travailler maintenant. Ben, je ne sais pas d'où il tire cette connaissance-là. Je connais le président de la République. Et je ne le connais pas simplement quand il est devenu président de la République, je le connaissais bien avant. Nous avons mené le même combat, nous sommes dans le même camp, nous regardons la même direction. Et aujourd'hui, je peux dire que s'il faisait appel à moi, il connaît la réponse bien avant. Merci beaucoup, Monsieur Noël Tchani, Mwadinvita. Un mot de la fin. Et aussi, si une personne voulait carrément adhérer à votre parti, que doit-il faire? Oui, la force du changement que je préside, c'est un regroupement politique nouveau, propre, intègre, où nous avons des jeunes gens, des gens de tous les âges, ceux qui ont travaillé avant, cette jeunesse-là estudiantine, mais également la jeunesse des œuvrés, qui voudrait voir un nouveau modèle de gestion donc, du pays, une nouvelle gouvernance de ce pays pour que nous puissions transformer les ressources naturelles que nous avons en abondance en richesses que nous pouvons utiliser pour mieux vivre, pour développer donc la RDC au profit de tous. Si vous voulez adhérer donc à la force du changement, ce regroupement politique que je préside, vous pouvez contacter par WhatsApp, message WhatsApp. Vous envoyez donc votre nom, votre numéro de téléphone, votre lieu de résidence, la commune. Je n'ai pas besoin de savoir que vous êtes originaire de telle province, ça ne m'intéresse pas ces choses-là. Donc, vous donnez vous envoyez votre message au numéro suivant, plus 243 81 50 99 337, aussi plus 243 85 210 22 22. Soyez patients s'il vous plaît parce qu'on est inondé des messages que nous recevons. Si vous envoyez un message une fois, sachez que vous serez enregistré sur nos listes. L'adhésion est tout à fait gratuite. Vous n'avez pas besoin de payer un seul centime pour cela et vous serez informé donc de nos activités, des conférences, des meetings, des réunions. Vous serez appelé donc à ces réunions-là pour venir donc participer puis communier avec les autres compatriotes. Donc, vous êtes tous les bienvenus dans la force du changement. Et je voudrais surtout donc dire que je vois beaucoup des militants des partis aller sur les rues en train de faire beaucoup de bruit. Et je voudrais vous dire que la RDC ne va pas se développer avec des marches tous les jours qui paralysent le pays. Nous avons 777 partis politiques dans le pays. Si chaque parti politique organise une marche chaque jour, nous aurons 2 ans de marche, c'est-à-dire 2 ans pour paralyser le pays. Je voudrais d'ailleurs que nous puissions envisager de restructurer les partis politiques pour que nous puissions passer de 777 partis et regroupements politiques aujourd'hui à 4 partis maximum au regroupement politique maximum. Et moi, je propose donc les partis ou regroupements politiques suivants. 1, le FCC, le CACH, travaillent déjà ensemble, forment un seul parti, ils n'ont qu'à former un seul regroupement politique parce qu'ils s'aiment tellement. Mais si c'est un couple où chacun donc voit les choses différemment et qui veulent rester indépendants, le FCC peut avoir son regroupement et le CACH peut avoir son regroupement. En 3e lieu, maintenant, nous pouvons avoir cette force montante, des gens intègres, nouveaux, qui n'ont jamais participé à la mauvaise gouvernance du pays, qui veulent le changement et le développement économique accéléré du pays, la force du changement que je préside. À part ça, on peut avoir aussi donc, le groupe de Martin Fayoulou, qu'on appelle donc, le groupe Lamouka, et tous les autres partis. Soyons sincères, chacun des partis peut adhérer à tel ou tel regroupement. On aura 4 et je pense qu'on aura... Carrément 4 grandes visions. 4 grandes visions. 6 visions il y a. Moi, je vous propose le plan Marshall qui constitue une vision. Je ne connais pas les visions des autres là. S'ils ont des visions, comme ça, on pourra offrir au peuple congolais des choix très clairs, des visions, des personnes, mais également de ce que je peux appeler la façon de voir les choses, les valeurs.
Si nous faisons ces choses-là, je crois que notre démocratie sera améliorée et on aura l'occasion de faire fonctionner le pays normalement et d'avancer sur le plan de développement économique et social qui profite à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Noël Tchani Mwadamvita, de nous accorder ce moment d'interview. Merci énormément. Je crois que ça ne sera pas la dernière parce que nous reviendrons encore pour d'autres questions d'actualité. Vous savez que vous faites partie de la maison. Vous pouvez venir à tout moment quand il y a une question d'actualité. Si vous avez des questions à poser sur la force du changement, sur le leader, sur nos valeurs, sur notre vision pour le pays, nous avons la politique de la porte ouverte. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de EVI Télévision. Merci, Canal 61 sur TNT. Sinon, si vous nous manquez à la télévision, n'hésitez pas d'aller sur YouTube. Tapez juste Eyokani Télévision, abonnez-vous et après, vous serez informé ou vous rattraperez par rapport au retard que vous aurez à la télévision parce que sur Internet, ça reste à jamais. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai béni toute l'équipe technique qui m'a accompagné cet après-midi. Que nous nous reverrons le mardi à 16h et puis une rediffusion réservée pour vous chaque samedi à partir de 13h. Au revoir.